Salut les amis, c'est Gladouane. Soyez les bienvenus dans ce format inédit. Et oui, encore un autre format aujourd'hui, car je vous propose un échange avec une double olympienne. Ça claque, hein? Dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours de sportive, de femme, son aventure en solitaire depuis qu'elle a rangé pour la dernière fois les pointes de sprint au placard, mais également notre aventure commune puisque Lina fait partie de mes plus proches amis. Donc ça promet de grands moments. Bonjour Lina. Bonjour Vanessa. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans The Glad One Podcast. Tu es en Martinique et moi je suis en Tunisie, ce qui pourrait produire d'éventuels problèmes de son. Donc soyez indulgents. Déjà première question, comment vas-tu? Eh ben, très bien et ravie d'être avec toi aujourd'hui, sur ce podcast. Puisque ce podcast concerne le deuil du sportif de haut niveau, donc la retraite, comment toi tu t'es arrêté? À quel moment et comment c'est arrivé? Alors je me suis arrêtée en 2012 après les JO, tout simplement j'en avais marre. J'en avais marre de m'entraîner, j'en avais marre de l'athlé et j'avais besoin de passer à autre chose donc tout simplement un jour je me suis dit: «Bon ben, j'arrête». Tu t'es levé et tu t'es dit «Moins bon», comme on dit en col. Bah, c'est un peu ça. En fait, j'étais à j'avais une séance, une grosse séance, une séance lactique, une grosse séance de sport et je me suis dit: «Non, je pense que je pourrais pas refaire, une olympiade. Je pourrais pas continuer l'année prochaine à m'entraîner». Donc je me suis dit: «Bon, bah, après cette saison, j'arrête». On va donner ton palmarès parce que double olympienne, ça claque, mais il y a pas que ça qui claque, hein, dans ton histoire. Alors oui, je suis, bah, plusieurs fois championne de France sur 100 et 200 mètres. Je suis vice-championne d'Europe espoir sur 100 mètres, vice-championne d'Europe sur 4 fois 100 en 2010 à Barcelone, je sais pas si tu te Je me rappelles? rappelle très bien, j'étais dans les tribunes. Et comme tu l'as dit, sélectionnée 2 fois aux JO de Pékin en 2008 et à Londres en 2012. Qu'est-ce que déjà tu tires de ces grandes années? Alors pour moi, ça a été vraiment, une expérience exceptionnelle d'avoir fait les JO. On apprend beaucoup de choses, déjà pour, bah, pendant toute la période d'entraînement, on c'est notre objectif, donc tout ce qu'on veut, c'est y arriver et quand on y arrive, c'est une grande satisfaction. Pouvoir courir aussi, ben, sur un stade olympique, c'est juste exceptionnel, donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, je pense que je m'en rends pas compte réellement au moment d'y être, mais avec du recul, bah, je me dis que c'était vraiment, magnifique. Tu as vécu, Rio, en tant que retraitée, tu as vécu, Tokyo en tant que retraitée. Ça t'a fait quelque chose? Rio, j'étais assez détachée parce que, bah, non, j'étais pas au Canada. Je pensais que j'étais au Canada, mais j'étais pas au Canada. Mais j'étais assez détachée et je m'étais mis comme objectif de pouvoir, participer, enfin assister du moins aux JO, ben, après ma carrière. Ce que je n'ai pas fait malheureusement, mais ça m'a pas fait grand-chose parce que je suis assez détachée, de l'athlétisme une fois que j'ai arrêté. Mais voilà, je regarde toujours, d'un coin de l'œil, les JO. On va revenir plus factuellement sur la fin de ta carrière. Tu m'as dit que tu t'es levée un jour et puis, tu as décidé que tu passais à autre chose. Alors, bah, justement après cette, cette fameuse séance où je me suis dit que j'avais envie d'arrêter, il y a beaucoup de choses qui trottaient quand même dans ma tête, à savoir déjà ma carrière professionnelle. En 2010, j'ai commencé, à faire, mon DUT, puis après ma licence et je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire après?» Donc je me posais énormément de questions et quand j'ai arrêté, sur le coup, j'avais pas vraiment de projet. Franchement, je savais pas quoi faire. Puis bon, après, j'ai quand même décidé de me lancer un nouveau challenge et je suis partie, vivre au Canada dans le but de déjà pouvoir habiter là-bas et exercer le métier que je faisais avant, c'est-à-dire, wedding planner. Donc j'organisais les mariages. C'était, un super challenge donc parce que du coup, quand j'ai arrêté, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, j'arrête, tout va bien. J'ai d'autres objectifs» et donc tout s'est bien passé. J'ai pas eu cette sensation justement de d'arrêter le sport et puis qu'il y ait rien, par la suite. Qu'est-ce qui a fait selon toi que tu n'aies pas eu cette sensation? Le fait de t'être donné tout de suite un nouveau défi? Oui, vraiment, je pense que alors il y a ça, le fait de me donner un nouveau défi, mais je pense aussi que le fait d'avoir arrêté parce que j'avais envie d'arrêter, ça change beaucoup parce que j'ai pas été contrainte d'arrêter, c'est quelque chose que j'ai décidé. Donc ça, plus le fait d'avoir, ben, un nouvel objectif, des nouveaux challenges,
Ça m'a beaucoup aidée. Bon, tu dis pas toute la vérité aux auditeurs, hein, puisque la réalité, c'est qu'on a arrêté en même temps et on a décidé qu'on allait faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire, c'est-à-dire faire la fête matin, midi, soir. Et la réalité, c'est qu'on avait l'entraînement d'athlète de haut niveau, mais on n'avait clairement pas l'entraînement de fêtarde de haut niveau. Donc, je crois que notre party life a duré 3 jours, une semaine, combien de temps? Je crois même pas une semaine, enfin, c'était c'était une petite période qui finalement était très intéressante. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout, cette fibre fêtarde. Notre corps n'était pas prêt. Prêt pour le haut niveau, mais pas prêt pour la fête. Et parle-moi de ce temps libre, parce que ça, c'est aussi un sujet dont on parlait régulièrement, le fait de se retrouver à la maison à 18 heures. Alors 18 heures normalement, c'est l'heure à laquelle on allait s'entraîner. Enfin, en tout cas moi et ce temps libre finalement, bon, on se dit: «Ah, on a plein de choses à faire, tout ce qu'on veut faire, ben, on essaie de le faire». De la preuve, on a essayé de faire la fête. En fait, je pense qu'on a tous besoin, d'objectifs, on a tous besoin de réaliser des choses et quand on arrête, ben, on pense surtout à ça. Moi, franchement, le temps libre que j'avais, ben, c'était, de me dire: «Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire par la suite?» Puis après, bon, ça permet aussi de faire des petits voyages, d'aller faire un peu de shopping. Parce qu'on n'a pas tout de suite cette vie de métro boulot dodo. Parce que, bon, personnellement, moi, j'ai pas travaillé tout de suite et c'était quand même, très agréable De pas finalement. travailler tout de suite? Oui, de pas travailler tout de suite parce que, ben, ça permet enfin, je pense que c'est un bon moment où on se pose des questions, on se dit: «Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la suite?» Bon, on peut sortir, on peut profiter. Enfin, en fait, on a d'autres activités qu'on n'a pas quand on est athlète. Donc c'est bien un temps, mais voilà, tout comme la fête, à un moment donné, bon, on a envie d'autre chose. Le rythme de vie donc a complètement changé, hein, puisqu'un sportif de haut niveau, c'est l'entraînement, c'est kiné, c'est ostéo, c'est prendre soin de son corps. Alors, j'ai beaucoup aimé, quand même le rythme de vie du sportif. Enfin, alors, partir en stage, qu'on prenne soin de nous, franchement tout ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me manque le plus. Enfin, si on me demande ce qui me manque, dans l'athlétisme, je te dirais les stages et la compétition. Après tout ça, bon, bah, on a d'autres activités finalement. On se crée un autre rythme de vie et puis, voilà. Le fait d'être parti au Canada, c'était quand même quelque chose de nouveau donc, moi, j'ai pas eu ce manque de tout ce côté athlé, de tout cette bulle dans laquelle on est, tu vois? En partant au Canada, tu as complètement changé d'univers. Tu es passé d'un rythme de vie où tu voyais régulièrement tes partenaires d'entraînement à, du jour au lendemain, tu te retrouves seul dans un nouveau pays. Comment tu l'as vécu toi, ce changement d'entourage? Alors sur le coup, je l'ai bien vécu parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé au Canada, c'est, alors quand je suis arrivée là-bas, donc mon objectif, comme je t'ai dit, c'était de travailler en tant que wedding planner et donc le jour où je suis arrivée, enfin le lendemain de mon arrivée, j'ai été, au salon du mariage et donc j'ai fait un peu le tour des stands, je me suis présentée et cetera. J'ai dit que je voulais travailler, bah, avec les différents organismes et je suis tombée du coup sur une fille qui s'appelait Kat et quand je lui ai dit mon parcours, elle était vraiment, stupéfaite. Elle m'a dit: «Mais c'est génial, tu as fait les JO, c'est franchement je trouve ça, c'est» alors là, elle avait même pas besoin de connaître mon expérience professionnelle à ce moment-là. Elle s'est dit: «Ah ouais, waouh, elle a fait les JO, donc forcément elle est géniale». Et du coup, j'ai travaillé pendant toute ma période, pendant laquelle j'étais au Canada. J'ai travaillé avec elle sur les mariages et ça s'est super bien passé. Mais voilà, au final, je me suis dit que la seule information, qu'elle avait, comme quoi j'ai fait les JO, ça l'a motivée à m'embaucher et j'ai trouvé ça super, tu vois? Et donc du coup, justement, cette approche, des gens des Canadiens, en tout cas quand je suis arrivée là-bas, j'ai beaucoup aimé, et ça m'a permis de connaître, un autre environnement et dans lequel, j'étais bien, tu vois? Depuis, tu es revenu en France. Est-ce que quand tu évoques le fait d'avoir fait les JO, les portes, s'ouvrent directement ou c'est totalement différent? Elle s'ouvre différemment.
Elle s'ouvre différemment. Alors moi, il y a une question qu'on me pose tout le temps quand je dis que j'ai fait les JO. Alors je le dis même pas systématiquement d'ailleurs, mais c'est est-ce que tu as eu des médailles? Bah alors non, tout de suite on se dit bon bah non, désolé, j'ai pas eu de médaille et pour le coup bah tu as l'impression que bon avoir fait les JO c'est bien, mais bon être médaillé c'est mieux donc voilà, c'est ça a moins de valeur malheureusement. Comment on le vit justement à ce moment-là, quand on a l'impression de lire la déception dans l'œil de l'autre? Bon, bah, elle a fait les JO, mais elle est pas si forte que ça, elle a pas ramené de médaille. Ouais, les gars, ouais, sur des millions de personnes dans le monde, il y en a 3 qui ont des médailles. OK, donc ne mesure pas ma valeur à juste des médailles. Non, mais bon, j'en profite pour faire un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on a l'impression que notre valeur correspond au métal qu'on ramène. Mais comment toi, tu l'as vécu, cette presque désillusion dans l'œil de l'autre? Je sais que toi, justement, tu as cette déception de ne pas avoir fait les JO, de ne pas avoir accompli justement, ce que tu voulais. On n'est pas là pour pleurer, hein. Je le Ouais. dis, tu vas pas me faire pleurer, OK? Non, je suis OK avec ça, je suis OK avec Bah, justement, bah, moi, j'ai cette déception de enfin, pas cette déception, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir été au bout parce que, ben, ce qu'on veut, c'est ça, c'est une médaille aux JO. Et quand, on te fait la remarque justement: «Ah, tu as été médaillé» et tu dis: «Non», bah, finalement, tu te dis: «Bon, bah, les JO, c'était bien, mais voilà, je suis pas l'athlète de haut niveau, qu'on l'imaginait». Donc il y a un petit ce côté-là, enfin oui, d'avoir l'impression de décevoir les gens parce que tu as pas été, médaillé alors qu'en vrai on est combien à avoir fait les JO? ouais, C'est vraiment voilà, dans le monde, donc dans dans le monde. l'histoire du monde, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Au niveau identitaire, tu as été sportif de haut niveau, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que tu as le sentiment que ta valeur est plus la même, qu'elle s'est déplacée, qu'elle a évolué, qu'elle est moindre? Alors déjà, je me considère toujours comme une athlète de haut niveau. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai arrêté et pour moi, je suis toujours une athlète de haut niveau. Je vais à la salle, j'ai l'impression d'être une athlète de haut niveau. Hem Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans le milieu professionnel, j'ai eu du mal, à faire ma place parce que justement, me considérant comme une athlète de haut niveau, je me considérais pas comme une professionnelle. C'est vrai que justement, mon ancien directeur me le disait toujours, il me disait: «Bon, c'est vrai que tu as été dans le sport, mais il faut que tu aies confiance en toi aussi dans le travail. Tu as prouvé que tu pouvais le faire, que tu étais bonne dans ce que tu faisais et voilà, faut vraiment avoir confiance» et c'est vrai qu'il y a une autre identité, en fait. On garde justement cette identité de sportive et à côté de ça, il faut s'en créer une autre et moi, j'ai eu vraiment du mal à ce niveau-là. Voilà, après quand on est bien entouré, quand on a des gens bienveillants, ils sont là pour te mettre en confiance et te dire: «Bah, attends, tu es bonne dans ce que tu fais» et tu vois? Et au Canada, justement, j'avais pas ce sentiment-là parce qu'au Canada, bah, on te fait tout de suite confiance et du coup, bah, voilà, je suis l'athlète de haut niveau qui travaille, tu vois? Et c'était un peu différent, en France. Enfin, tu as eu l'expérience du Canada, mais la marche a dû être compliquée quand tu es sorti du Canada et que tu arrives en France et que tu sens plus cette valeur, quoi, qu'on te donnait. Ah justement, mon retour, en France a été, très, très compliqué. J'avais des crises d'angoisse et je savais même pas que c'était des crises d'angoisse. Beh, on a ça en commun, je sais que je t'avais appelé justement, un jour, je me suis réveillée en pleine nuit, j'avais l'impression que mon cœur, s'arrêtait de battre. Bah, tu m'as dit: «Je vais mourir». Voilà, je pensais vraiment que enfin, j'allais mourir, quoi. C'était je sais pas, c'était incompréhensible pour moi. D'ailleurs, j'arrivais même pas à poser le mot anxiété dessus parce que pour moi, alors je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Pour moi, je vais toujours bien, toujours souriante, et tout. Alors qu'en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que oui, j'avais des crises d'angoisse parce que, ben, j'étais revenue en France, il fallait que je cherche un boulot, bah, que je trouvais pas tout de suite en plus, enfin, c'était compliqué et ça a été quand même difficile et c'est là que je me suis dit: «Ben, en fait, ouais, je suis plus cette athlète et il va falloir que je construise ma vie sans cette identité». Enfin, quand je faisais des entretiens, souvent on me disait: «Oui, mais
vous allez vous ennuyer parce que vous étiez athlète de haut niveau. C'est ici, c'est pas strass et paillettes, alors que bon, en vrai, ça n'a jamais été strass et paillettes non plus, hein. Ça n'a jamais été strass et paillettes. Le sport de haut niveau, c'est loin, loin, loin d'être strass et paillettes, hein. Moi, je dis toujours que j'ai passé 80 de mon temps à pleurer, peut-être 5 voire 2 du temps à gagner et puis les 2, tu cherches, tu sais pas pourquoi tu es là, quoi, hein. Ah mais c'est ça, tu pleures, tu vomis, c'est très difficile. Donc non, ça n'a rien à voir avec strass et paillettes. Donc c'est vrai que ça a été difficile. Voilà, quand on est accompagné, quand on a des comme je disais, quand on a des personnes, plutôt bienveillantes, bah, on arrive à se reconstruire. Est-ce que le fait, que tu sois partie au Canada n'a pas été une sorte de parenthèse et puis le deuil t'a rattrapé à ton retour? Complètement. Complètement, parce que comme j'ai dit, après l'athlé, je me suis fixé un nouveau challenge, donc nouvelle vie, j'arrive au Canada, tout est beau. En plus, les gens sont super sympas. Enfin, j'ai vraiment bien vécu cet arrêt, de l'athlé. Mais c'est vrai que voilà, le retour, ça a été, autre chose. Donc ça a vraiment été une parenthèse et après, bah, le retour à la réalité a été, difficile, très difficile. De quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là, à ton retour en France? Alors déjà, tu sais, je pense que le fait d'être athlète, donc on a des coachs qui nous accompagnent, enfin, moi j'ai toujours, voulu, être coachée, d'ailleurs même, enfin je pense que même dans ma vie, tu vois, je suis plus quelqu'un qui va faire un BTS qu'aller à la fac. Parce que voilà, Ouais. il y a tu encadré, c'est différent et je pense que même après le haut niveau, tu vois, j'aurais voulu, bah, déjà qu'on me dise: «Bon écoute Lina, ça va être compliqué après, mais bon, voilà, on a de quoi, on a de quoi t'aider, par la suite», tu vois? Alors que ça, je l'ai pas eu, donc tu te retrouves un petit peu, ben, là, tu vois? Tu te retrouves là à essayer de passer le cap, tu vois, de ça, mais sans aide, et ça, je trouve que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que ben, voilà, tu te retrouves un petit peu livré à toi-même. Enfin, comme je l'ai dit, quand j'ai eu des crises d'angoisse, enfin, pour moi, je dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Mmh. Alors que si on m'avait expliqué que bon, voilà, écoute, tu vas arrêter le sport, ce sera différent. Il faudra s'adapter. Qu'est-ce qu'on aurait pu te dire à ce moment-là, ou est-ce qu'on aurait pu mettre, des actions en place pour, t'aider à passer ce cap? Alors, tu sais, quand tu fais de l'athlé, moi, ce qu'on me disait souvent, c'était qu'il fallait justement avoir un backup après, tu vois? Donc, tes diplômes, et trouver un boulot. Donc moi, j'étais plus concentrée sur ça, à me dire: «Bon, je vais arrêter, faut juste que j'ai les diplômes, nécessaires pour la suite», tu vois? Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais avoir un deuil, enfin, je vais faire un deuil, parce que j'ai arrêté, tu vois? C'était pas du tout dans ma tête et d'ailleurs, je pense que je ne connaissais même pas ce deuil qu'il fallait faire, après le haut niveau. Aujourd'hui, tu penses qu'il est terminé ou tu en es dans ce deuil? Ah, non, je pense on y va. Je pense que j'y suis toujours parce que, comme je t'ai dit, déjà, je me considère toujours, comme une athlète de haut niveau donc je pense qu'il est là, il est là. Après, il faut vivre avec. Je pense qu'il faut juste, savoir comment vivre avec, je pense. Faut dire que physiquement, tu as de la chance, hein. Tu as gardé un superbe corps d'athlète qui peut laisser largement présager que tu es encore en activité. Donc, c'est vrai que physiquement, toi, tu n'as pas eu besoin d'accepter ce nouveau corps. Bon, je vais pas te cacher quand même que je vais à la salle. Je vais quand même un petit peu à la salle quand je peux, hein, parce que bon, voilà, c'est pareil. Enfin, pour moi, aller à la salle, j'ai pas d'objectif, particulier, mais il a quand même fallu, bah, que je fasse attention à ce que je mange, parce qu'on se dit que, bah, tu sais, le sport, comme on dit, c'est la santé. Donc, même si, j'ai pas eu gros changements, corporels, le changement, enfin, mental quand même a été, enfin, est plus important. Et d'ailleurs, quand j'étais athlète, j'ai toujours plus fait attention ma santé mentale que ma santé physique. J'avoue, je mangeais, comme je voulais, je dormais, bon, comme j'aime dormir, ça va, mais voilà, je faisais pas attention à tout ça. Ouais, je me souviens notamment d'un voyage au Liban, hein. Je crie à l'injustice du corps humain. On était 3.
Il y avait une lanceuse de poids qui se moquait complètement de ce qu'elle mangeait. J'avais Lina qui, elle, ne prenait pas de poids. Et puis, à moi, au milieu, ben non, je peux pas manger de pizza parce que j'ai compétition et que si je mange une pizza, eh ben, ça va se sentir sur mes pères. Voilà, je tiens à dire que on n'est pas tous égaux et je fais partie de la team. Je regarde une pizza et j'ai pris du poids. Donc, bon, c'est... Bon, en plus, moi, j'adore les pizzas, donc t'imagines, je pouvais pas manger de pizza, alors ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est vrai que j'avoue, j'ai cette chance et j'espère que ça va durer parce que bon, j'aime beaucoup manger. Faire le deuil de sa carrière, c'est aussi faire le deuil de la carrière qu'on n'a pas eue. Toi, tu parlais du fait de ne pas avoir eu des médailles olympiques, même si, je rappelle, hein, tu es double vice-championne d'Europe, hein, donc respect pour le palmarès. Mais est-ce que ça a été quelque chose auquel tu as songé quand tu as décidé d'arrêter? En posant les pointes, tu t'es dit, bon, ben, adieu mes médailles olympiques. Non, alors j'y ai pas pensé, mais après, effectivement, justement, quand on parle de son palmarès et quand on te dit: «Ah ouais, tu pas eu de médaille», on y pense, ouais, on y pense parce que alors moi, mon rêve, d'ailleurs que toi tu as pu avoir, ça a été de chanter la Marseillaise, sur, enfin, mon podium et puis aussi de pouvoir courir le tour, de faire le tour du stade avec mon drapeau France. Et ça, je l'ai pas eu, tu vois? Vivre, ça, c'est quelque chose, oui, auquel je pense souvent ou même quand je vais regarder une compétition, franchement, je me dis: «Ah, j'aurais vraiment voulu vivre ça». D'ailleurs, c'est pour ça que bon, c'est pas pour ça, mais je regarde très peu, l'athlé à la télé. Bon, là, je commence, quand même à m'y mettre. J'ai regardé les championnats du monde, cette année mais ouais, c'est pour moi, c'est une chose que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire et effectivement, j'y pense. Pourquoi tu dis d'ailleurs, je regardais pas et je recommence, maintenant? Comme s'il y a un lien entre le fait que tu aies pas fait le tour d'honneur et le fait que tu regardes, que quel est le lien entre les 2? En fait, il y a comme une envie, tu vois, quand je regarde, je me dis: «Ah, j'aurais voulu moi aussi faire ça», quand je vois les autres gagner, tu vois? Et ça me met une sorte de frustration en moi. Donc oui, il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien. Alors après, c'est vrai que je regardais pas non plus l'athlé parce que je suis pas une passionnée d'athlé. Ce qui me passionne plus, c'est la compétition. Hem et le fait de voir justement des athlètes, gagner, je me dis: «Ah mais moi aussi j'aurais voulu faire ça là, j'ai pas pu courir avec mon, avec mon drapeau». Donc il y a une sorte de frustration qui se crée. Bon, maintenant comme je t'ai dit, voilà, j'arrive un petit peu à regarder, mais c'est encore là. Je confirme, hein, c'est une femme de défi, peu importe, si vous voulez, faire du roller, si vous voulez faire, du slack, comment tu dis ça? La Slackline? slackline. Heu, la slackline, si vous savez, c'est le fil sur lequel les gens marchent entre 2 arbres. Peu importe le défi, elle sera, non pas votre homme, mais votre femme parce que c'est vrai que elle adore ça contrairement à moi. Moi, je crois que j'étais plus une passionnée du geste parfait, de l'équipe de France, tu vois? Porter les Mmh. couleurs, tricolores. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions et tu parlais tout à l'heure du fait que j'ai chanté la Marseillaise. Eh ben, figure-toi que tu étais là aussi dans les tribunes quand je l'ai chantée cette Marseillaise et beh, j'ai été, un peu squeezée. Je sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire, mais Oui. il y a eu un souci, je sais plus, tu t'en souviens toi pourquoi il y avait un problème sur, mon podium? Alors je sais plus très bien ce qui s'était passé, mais effectivement, bah, tu l'as eu quand même eu ta Marseillaise. Mais enfin, c'est quand même important. C'est important enfin, tu gagnes une course, tu chantes ta Marseillaise. C'est pour moi, ça fait partie vraiment du gain de ta course, enfin de ta course, c'était en l'occurrence, c'était pas une course, mais voilà, pour moi, c'est comme la médaille, ça fait partie de ta médaille, tu vois? Et pour l'anecdote, à l'époque, le DTN, c'était Gagny Alouz. J'ai fait 2e en longueur, aux Jeux de la francophonie, donc au Liban et il vient me voir, il me dit: «Oh 2e, c'est nul, tu même pas médaillé d'or, tu même pas de Marseillaise, franchement, c'est nul» et j'avoue que même si je ne suis pas normalement une femme de défi, il m'a piqué. Bon, j'avais pas Mmh mh. l'intention forcément de me laisser faire, sur le concours de triple saut, mais je me suis dit: «Ah ouais, OK, OK, ma médaille ne compte pas. Bah, très bien, on verra au triple saut» et au triple saut, en effet, je l'ai remporté devant une Marocaine et devant Amizongo aussi qui fait 3e et je me souviens que cette Marseillaise, elle a été un petit peu en demi-teinte pour moi parce que, j'ai reçu des remarques comme quoi,
les Jeux de la francophonie, ça valait pas grand-chose et que finalement une Marseillaise, aux Jeux de la francophonie, fallait pas non plus que j'en fasse tout un plat. Honnêtement, j'en faisais pas tout un plat, j'étais juste assise dans un coin en attendant que ça se passe. Maintenant, c'était très certainement les mots, de jalousie, je ne dirais pas de qui, mais c'est vrai que, et là je vais m'adresser aux auditeurs, quand quelque chose compte pour vous, et même si à ce moment-là ça n'a pas énormément de valeur, profitez-en pour célébrer. Une victoire, c'est une victoire. Ne réduisez pas, profitez de chaque instant. La vie est courte, je l'ai encore expérimenté dernièrement en perdant un ami. Profitons de chaque instant, chacun pense ce qu'il veut. La personne qui m'a lancé ses pics n'a pas gagné, et moi j'ai gagné, et j'aurais dû célébrer ma Marseillaise en grande pompe. Donc, je vous souhaite de fêter toutes vos petites Marseillaises comme vos grandes Marseillaises de façon exceptionnelle, et surtout de vous dire que vous avez de la valeur et que ça vaut le coup. On va parler quand même de ce que tu as mis en place depuis, parce que on a parlé de tes souffrances, de tes moments compliqués, mais une dizaine d'années s'est écoulée depuis que tu as posé tes pointes. Est-ce que tu as trouvé des solutions? Qu'est-ce que tu as mis en place, ou qui t'a donné le sentiment d'aller mieux? Alors je pense que c'est d'avoir trouvé, enfin de trouver ma voie, en fait, que je cherche tout le temps, hein, mais mes expériences professionnelles, m'ont aidée parce que je me suis rendu compte aussi que j'étais, capable de faire de grandes choses. Après, moi, je suis quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup, tu sais, au corps humain, à la santé, donc ce sont aussi des choses qui m'ont permis d'avancer. D'ailleurs, j'ai fait une formation de naturopathe, donc qui me permet aussi de comprendre, comment mon corps fonctionne, d'en savoir beaucoup plus, et je me rends compte aussi que le corps est extraordinaire, et je pense que ma vie de tous les jours, faire les choses dont j'ai envie, me permet d'avancer, d'évoluer, et de pouvoir faire ce deuil. Après, comme je dis, il est toujours en cours parce que bon, de toute façon, on évolue toujours, hein, donc c'est toujours en cours. Mais en tout cas, je trouve que voilà, ça me permet de mieux me connaître et d'avancer, tout simplement. Quelle est la différence entre la Lina d'aujourd'hui et la Lina qui était réellement athlète de haut niveau? Je dis réellement parce que tu m'as dit que tu as le sentiment de toujours l'être. La Lina d'aujourd'hui, déjà, va regarder un championnat du monde à la télé, sans être trop frustrée, et puis bon, après il y a des, comme tu l'as dit, bon, je connaissais pas du coup ce deuil, donc déjà le fait de mettre un mot dessus, ça permet de comprendre les choses, et puis même discuter avec toi parce que, je pense que ton expérience, m'a beaucoup appris sur ce deuil, et voilà, aujourd'hui, les choses ont évolué. J'ai eu mes expériences au Canada, j'ai eu mes expériences en France. Aujourd'hui, j'habite en Martinique. Jamais, jamais avant, j'aurais pensé habiter en Martinique. C'était inimaginable. Ça aussi fait que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que bon, l'ancienne athlète, qui est toujours athlète, peut l'accepter. On a parlé tout à l'heure de la différence entre Lina Jacques-Sébastien d'aujourd'hui, qui porte un regard sur l'ancienne athlète de haut niveau. Maintenant, la question est inversée. Quand tu étais sportif de haut niveau et que tu avais une vision sur ta vie d'après, comment tu l'imaginais, cette vie-là, à ce moment-là? Alors déjà, je ne pense pas avoir imaginé vraiment, ma vie d'après, à part trouver un travail et me dire: «Bon, voilà, j'aurais peut-être une vie, métro boulot dodo», ce que je n'espérais pas non plus. Ouais, j'ai pas trop imaginé ma vie. Je vis un peu au jour le jour. Selon les opportunités qui se présentent, les rencontres que je vais faire, je pense que ça va un peu déterminer aussi, la suite. Mais aujourd'hui, quand même, j'essaie d'avoir plus de projets et de construire les choses. Mais c'est vrai que, voilà, en tant qu'athlète, quand j'étais athlète, je me disais pas: «Bon, ma vie sera de telle ou telle manière». Je vivais. Quand tu imaginais ton après-carrière, tu te disais pas, «J'aurai, un mari, une maison avec le toit bleu, la porte blanche, un chien et 4 chats»? Non, tu avais pas une vision très claire, avec, 5 enfants et dont des triplés? Non, certainement pas. Quand on te parle de l'après-carrière, souvent, justement, c'est ce que je disais, on te dit: «Bon, il faut que tu aies les diplômes nécessaires pour, voilà, pour après, avoir une vie professionnelle». Donc moi, bon, juste à part imaginer ma vie professionnelle, je me suis pas vraiment posé de questions. Quand j'ai décidé de partir au Canada, c'est pareil, j'avais pas enfin, dans l'année 2012, je me suis pas dit tout de suite que j'allais partir au Canada. Donc c'est vraiment les choses, je pense que ce sont vraiment les rencontres
de certaines personnes, ta rencontre, des rencontres d'autres personnes aussi qui ont fait que j'ai pris certaines décisions dans ma vie je pense que rien n'arrive par hasard, et donc que voilà, que les opportunités et les rencontres font un peu la suite de notre histoire. À quoi tu aspires aujourd'hui? Alors déjà, justement, comme je disais, j'ai des projets, donc j'aimerais pouvoir mettre en place, ces projets et puis je suis partie en Martinique parce que, j'aime la nature, j'aime, pouvoir me sentir libre, aller à la mer, et je pense que c'est une vie qui me plaît bien, et donc je voudrais justement pouvoir, vivre de ma passion, justement de la naturopathie, de pouvoir aider les gens et puis, être dans un environnement, tel que la Martinique, tu vois? Il y a beaucoup de nature, du soleil surtout parce que bon, moi, je suis très frileuse. Donc, voilà, c'est plus ça, vivre de ce que j'aime et être dans un bel environnement. Tu parles de naturopathie, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette nouvelle passion? Ça m'a permis de comprendre, beaucoup de choses. En fait, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais un fibrome. Donc, j'avais un fibrome, c'était donc beaucoup des saignements abondants, un fer, au plus bas, hein. Mon fer était, je sais pas, je me rappelle plus, mais c'était peut-être à 9 et puis c'est descendu encore plus. Beaucoup de carences et donc ça a été très, 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 très compliqué pour moi. J'ai essayé de comprendre aussi pourquoi, enfin quelle était la cause et je pense que, essayer de comprendre tout ça, ça nous aide aussi. La naturopathie, alors à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose à la naturopathie, même si je me suis toujours intéressée à la santé. Mais, je me suis rendu compte que ce que je mangeais pouvait créer aussi ces fibromes. Donc quand j'ai été opérée de ça, j'ai commencé à justement à faire attention à mon alimentation et donc ça m'a beaucoup aidée. Après pareil, pendant le covid, j'ai un proche qui avait des crises d'angoisse et cetera. Donc le fait de mettre, de comprendre la naturopathie, de comprendre son corps, ça nous a permis même passer au-dessus de l'anxiété. Donc ça a été très, très bénéfique pour, moi personnellement de connaître la naturopathie et du coup pour moi ça a été, une évidence de faire une formation dans ça. Parce que bon, pour moi la naturopathie c'est quand même aussi une éducation donc pour moi tout le monde devrait être naturopathe, hein. Ça, parce que ça permet de ça permet de mieux comprendre son corps et de renforcer, sa santé. Bon, tu m'as vendu du rêve, je te cache pas. Donc, c'est vrai qu'on se connaît, donc j'ai la chance de recevoir régulièrement tes conseils de naturopathie. Quand, moi, je te donne des conseils sur des réflexions et on échange comme ça sur les mindsets, sur, différents sujets, mais, on le fait en privé. Je te propose pour le prochain épisode, tu partages avec les auditeurs de The Glad One podcast, quelques tips, quelques conseils et astuces de naturopathie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors tu sais que j'aime les défis, donc j'accepte. C'est vrai. Bon, défi accepté. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de naturopathie. Mais avant-dernière question, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va ou qui vient d'arrêter sa carrière? Franchement, je pense qu'il est important, d'être accompagné et puis même de se renseigner déjà sur l'après-carrière parce que bon, comme je l'ai dit, hein, tout à l'heure, on n'y pense pas, on n'est pas forcément au courant, donc voilà, faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner après pour, pouvoir bien commencer cette après-carrière. Merci beaucoup, Lina. On se retrouve donc dans le prochain épisode pour un cours de naturopathie. Merci à toi, Gladone. À la fin de l'enregistrement, Lina s'est confiée différemment sur son expérience au Canada et elle m'a autorisé à le partager avec vous. Voici l'échange. Bienvenue dans notre intimité. Ouais, c'est bon pour moi. Je t'ai trouvé un tout petit peu trop édulcoré sur ta partie Canada. Genre, c'était génial le Canada, tout s'est bien passé. Quand je suis arrivée, c'était génial, les gens étaient géniaux et voilà. Alors que c'était, je me suis dit, ça y est, elle nous fait une vraie Lina. J'espère qu'elle va pas nous faire ça tout le long du podcast parce que c'est vrai que tu as cette tendance quand même à, c'est pas à enjoliver, mais Genre à j'avoue. occulter les difficultés, alors qu'en fait, les difficultés font partie d'une réalité et de la vie.
Une vie Non, mais sans c'est défi, vrai. sans problème, ça n'existe pas. Et quand tu m'es partie sur le Canada et je me suis dit: «OK, elle va nous sortir le Canada, c'est génial et ma vie est géniale et bisous, bye, bonne journée», je me suis dit: «Bon, très bien». Mais Alors qu'en c'est vrai, fait, au Canada, tu as eu des vrais défis aussi. mais oui, c'est clair. Non, mais j'avoue que enfin le Canada, je pense avoir vraiment, ouais, édulcoré le truc. En fait, le Canada pour moi, c'était comme si c'était parfait, alors que non. Mais j'ai vraiment retenu que des moments, parfaits, alors que j'ai galéré financièrement, j'ai été opérée, j'ai été enfin, ça a été des vrais défis aussi, mais j'avais pas de enfin non, c'est vrai. Le Canada, j'oublie tout le temps que c'était pas si facile que ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en fait, parce que mon retour a été tellement, relou que, enfin voilà, je me dis que le Canada, c'était super génial. Ouais, finalement, le borgne, est roi au pays des aveugles, quoi, parce que C'est ça. c'était tellement pire en France que tu te dis: «Bah, au Canada, c'était génial». Qu'alors au Canada, c'est pas que c'était pas génial, bien sûr qu'il y a eu des bons moments, mais il n'y a pas eu que des bons moments, alors que si on t'écoute, il y Ah a oui, eu que ça, non. quoi. C'était génial. En Ouais. plus, tu nous dis que tu étais que wedding planner planner. Alors bon, je connais la vraie version, mais non, tu dis ce que tu veux. C'est la difficulté aussi de connaître quelqu'un dans son histoire, c'est que Mmh. tu sais ce qui est pas, c'est pas vrai, pas vrai, mais tu te permets d'avoir un avis sur une histoire, alors que quand tu connais pas du tout la personne et que tu découvres, moi, si je te connaissais pas et que tu me dis le Canada c'était génial, tout s'est bien passé, je me dis bon ben c'était génial, ça s'est bien passé, tu vois. Ouais, Donc mais c'est c'est vrai que vrai c'est la que c'est difficulté. mais tu sais qu'en fait, je pense pas forcément à j'ai pas pensé à tout ça, hein. Quand en te parlant, c'est même pas tu sais, c'est même pas que je voulais pas aborder, le sujet, c'est juste que j'y pense. Pour moi, enfin, quand tu alors après ça c'est vrai que ça va dépendre peut-être de la conversation. Heu, En creusant un peu plus, je parlerai, de New Balance et tout ça. Mais la vision que j'ai, et que je donne généralement, hein, du Canada, c'est ça, c'est celle dont je t'ai parlé, tu vois? Hem et je pense pas réellement à mes galères, de là-bas. Parce que c'est la réalité de parler que de ça. Non, c'est pas la réalité, mais c'est en fait, c'est ma vision que j'ai gardée. En fait, c'est la vision que j'ai gardée du Canada. Alors que oui, c'est vrai, en fait, j'ai galéré, j'ai cumulé, 2 boulots, même quand je faisais les mariages, bah, je me réveillais à 5 heures du matin, je me couchais à 5 heures du matin. Mais ouais, c'est vrai que je pense pas forcément, à ce côté, galère du Canada. Ça me rappelle un peu quand, tu sais, quelqu'un vient de mourir, les gens ont toujours cette tendance à dire, «Ah, c'était quelqu'un de bien». Alors que ça peut être la pire enflure du monde, en fait, en vrai, qui a Ouais, tué 5 personnes, qui a roulé, machin. Je suis sûre que les parents du mec du 11 septembre ou les parents du mec qui a roulé, sur, les gens à Nice, il y a quelques années, ils se sont dit: «Ah mais on comprend pas, c'est un garçon gentil, je comprends pas mmh. ce qui s'est passé». C'est vrai que quand tu parles du Canada, j'ai l'impression de revoir, voilà, des gens qui quelque chose qui est fini, qui est mort et on en garde finalement que les bons côtés, quoi. Ouais, c'est un peu ça, je pense. C'est un peu ça. Parce que, et puis en plus, enfin, tu vois, le fait d'être retournée là-bas une semaine, enfin, j'étais encore dans cette vision: «Ah les» ah puis alors là, j'étais en vacances, donc c'est encore différent. J'étais: «Ah, c'était trop bien ici». Tu sais, j'ai revu déjà des personnes que j'aimais bien, et puis j'avais que le côté, positif aussi en allant en vacances. Donc, tu vois, même en revenant là-bas, je me disais: «Ah ouais, c'était top le Canada». Tu vois? Et vraiment, ouais, j'avoue que c'est que alors qu'il y a des galères et j'ai une copine là, enfin une ancienne collègue qui va partir au Canada et elle me dit: «Ah, faut qu'on se voit pour que tu me dises des trucs» et puis moi, tu sais, je l'encourage, je lui dis: «Mais c'est trop bien le Canada, faut que tu y ailles», mais sans pour autant penser alors bon, comme, c'est un peu plus, comme c'est un peu plus détaillé, on va se parler de tout, mais quand elle m'a dit qu'elle partait au Canada, je dit: «Mais c'est génial, c'est une super opportunité». Alors que bon, après, il y a pas que c'est vrai qu'il y a pas que le côté positif, mais moi, c'est ce que j'ai retenu, bizarrement.
Après, c'est pas parce qu'il y aura toujours des côtés négatifs, peu importe l'endroit où tu iras, tu vois? C'est pas parce que tu as connu des galères, en plus qui étaient propres à ton histoire, que tu peux pas conseiller le Canada, tu vois? Tu peux quand même lui Oui, dire, «Va au Canada, pour telle raison», et d'ailleurs les raisons pour lesquelles tu as galéré, ouais, elles sont propres à ton histoire. Tu sortais du sport de haut niveau, tu avais pas forcément d'expérience dans d'autres domaines professionnels. Donc, tu as d'abord trouvé l'emploi qui te permettait de manger, un emploi de nourricier. Elle, mmh, peut-être qu'elle a une autre expérience professionnelle et qu'elle verra les choses oui, différemment et qu'elle sera grandement accueillie professionnellement au Canada, tu vois? oui aussi et après, c'est vrai que enfin là, en parlant, hem, quand j'ai fait enfin parce que j'ai pas fait seulement, enfin j'ai fait beaucoup d'entretiens hein, pour pouvoir travailler dans ce que je voulais à la base. Parce que bon, j'ai on n'a pas parlé de ça, mais j'ai commencé à travailler chez New Balance parce qu'aussi je trouvais pas un boulot, dans l'événementiel. Et là, ben, là, je pense que c'est quand même un peu le manque d'expérience qui a fait que j'y arrivais pas, tu vois? Donc il y a quand même une différence entre ce que tu dis. Tu dis que, le fait d'arriver et de l'avoir en lui disant, en jouant la carte: «J'ai fait les jeux olympiques», enfin tu l'as pas joué, c'est vrai, tu as fait les jeux olympiques, ça fait partie de ton histoire. Tu dis qu'elle t'ouvre tout de suite les portes en disant: «Ah génial, viens bosser avec moi». Finalement, c'est pas toute la réalité non plus. Bah, ça alors pour elle, ça a été le cas, et puis surtout que je venais d'arriver, tu vois? Enfin, je suis arrivée, le lendemain, je vais au salon du mariage, le lendemain, je la rencontre et elle me dit: «Oh OK, vas-y, c'est bon», tu vois? Après, pour New Balance, c'était un peu la même chose, hein, bon après c'est bon, ça demandait quand même moins d'expérience, mais j'arrive, je suis une sportive, je vais dans un magasin de sport, en fait, celle qui m'a reçue, elle m'a dit: «Ah, j'ai tapé ton nom sur Google. Effectivement, j'ai vu que tu as fait les JO, c'est trop bien, ouais, tu as ta place ici». Tu vois? Après, j'ai le souvenir d'un entretien, que j'avais passé, donc déjà, c'était des Français et effectivement, eux, ils m'avaient pas pris par manque d'expérience. C'est une vraie réalité aussi. Quand tu es sportif de haut niveau, tu consacres ta vie à la piste, à performer, et puis une fois que tu sors de là, même si au Canada, tu vois, c'est quand même mieux accepté et mieux valorisé qu'en France, bah, ton CV, sportif reste limite qu'une anecdote sur ton papier et ton vrai CV, quoi. Oui et sachant que j'ai quand même, ben, j'avais un CV, vu que j'avais fait mon DUT, ma licence en pro, j'avais une petite expérience, professionnelle quand même, tu vois? Qui me permettait de dire: «Bon écoutez les gars, enfin je viens du sport de haut niveau, mais j'ai quand même fait des études et puis j'ai une expérience professionnelle», tu vois? Mais, ce que j'ai mis en avant en fait, c'est que tu vois, on te fait quand même plus facilement confiance, là-bas. Je l'ai vu même par rapport à New Balance, quand je suis arrivée et que j'ai dit que j'étais dans l'événementiel, le directeur, il n'avait pas hésité à me dire: «Bon écoute, si tu fais de l'événementiel, ben, vas-y, fais-en pour le magasin aussi». Tu vois? Donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup aimé au Canada et qui fait que, enfin qui fait justement la différence aussi, avec la France, je trouve. Mais oui, c'est vrai que, ouais, j'ai tendance à vraiment, idéaliser le Canada. Mais globalement, c'est ta, personnalité, généralement quand tu me racontes une histoire ou que tu racontes à quelqu'un une histoire que j'ai même vécue avec toi, tu vas souvent occulter les difficultés, rencontrées. Tu vas plus raconter, mais je te reconnais bien là, quoi. C'est happy girl, c'est un peu ta philosophie de vie. Pour toi, le sourire, être heureux, trouver en tout cas les ressources pour être heureux et puis, pas se laisser abattre, quoi. Ouais, je pense que tu as raison, ça doit être ça, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve enfin, il y a plein de trucs je me suis rendu compte, hein, ici, même quand, des fois je vois un truc, je fais: «Ah, c'est trop bien!» mais en fait, je suis vraiment dans une exagération des fois et je me rends compte, hein. Je me suis dit ça il y a pas longtemps, ah ouais, bah, non, beh, voilà, j'étais, aux abeilles, et en fait, il y a une abeille qui s'est posée sur mon gant, parce que j'avais du miel. Il y a plusieurs abeilles qui commencent à se poser sur mon gant et j'étais là, je dis: «Mais c'est génial! L'abeille, elle est en train de manger le miel». Je la regardais comme ça, je dis en fait, je suis très, contemplative, très,
C'est vrai que je vois les choses, belles. Je vois les choses Bah, c'est belles une même. qualité, contrairement à d'autres personnes qui ne voient que moche. Ça m'arrive parfois à voir que les choses qui sont moches, mais peut-être qu'il faudrait faire un mix entre nous 2, qu'on fasse une fusion, tu sais, comme C'est dans Dragon ça, Ball Z. voilà. Fusion! Comme ça, Fusion! on fasse la chorégraphie pour fusionner et nous permettre de voir la réalité avec ses bons et Heu, ses mauvais côtés. ouais, Bon, c'est vrai. écoute, c'est peut-être pour ça qu'on est si proches aussi. Tu m'apportes, Oui, nous les sommes petits bonheurs que je complémentaires. n'arrive pas à voir et bon, et bah, écoute, je t'apporte une certaine réalité, on va dire. Oui, non, mais c'est vrai, J'espère que je vraiment. t'apporte pas des malheurs, mais de Non, la réalité, quoi. non, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, oui, c'est ça et c'est intéressant cet échange, je trouve. Si la rencontre du jour t'a plu, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors Lina, on se... Retrouve très Non, on bientôt. se bat. On se bat. Tu connais pas? Alors Ah on oui, se c'est bat vrai. On se jusqu'au bat bout, jusqu'au bout, jusqu'au oui. gong. La meuf écoute tous mes podcasts, les gens, mais elle ne connaît pas la fin du podcast. Très bien. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another glad one.